Oui, j'ai pas la caméra. Voilà. Bonjour à tous. Il est 13 h passé de quelques minutes, donc nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'impact de la crise du Covid-19 sur les contrats. Ce webinaire sera présenté par notre directeur du département juridique de la Confédération Construction Nationale, à savoir Elke van Overwal. Donc, bonjour Elke. Bonjour. Pendant la crise, beaucoup d'entre vous ont été obligés de suspendre les travaux en cours ou de reporter le début des travaux, ce qui a eu des conséquences sur les délais auxquels vous étiez éventuellement engagés vis-à-vis de vos clients. Certains parmi vous ont aussi dû faire face à des clients qui refusaient que les travaux soient effectués alors que vous étiez en mesure de le faire. Vous avez donc interrogé sur vos droits et vos obligations dans de tels cas. Enfin, vous vous demandez aujourd'hui comment reprendre sereinement le travail, comment adapter les contrats en cours face aux difficultés que vous pouvez encore rencontrer, que ce soit des retards dans vos chantiers à cause des délais de livraison de marchandises plus longs, un problème de manque de main-d'œuvre car les sous-traitants sont moins nombreux ou encore la problématique des prix de marchandises peut être plus élevée. Vous êtes également soucieux quant à la possible apparition d'une deuxième vague de contagion et souhaitez savoir quelles clauses introduire pour anticiper les éventuels problèmes qui pourraient en résulter. Le but donc de ce présent webinaire est d'aborder toutes ces problématiques et de prévoir des clauses qui vous protégeront, que ce soit dans vos contrats privés ou publics, en cours ou à venir. Avant de laisser la parole à Elke, je tiens à vous rappeler que vos micros et vos caméras sont coupés et que l'option « Lever la main » est désactivée. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet « Questions et réponses » et je les poserai moi-même à Elke à la fin de l'exposé. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre participation et je laisse la parole à Elke. Voilà. Merci beaucoup. Bérangère, bonjour à tous. J'imagine que le PowerPoint est visible, hein? Donc, voilà. Je pense que… Oh, c'est pas vrai. Je pense que Bérangère a donné la parfaite introduction, donc je ne vais pas le répéter. L'objectif de ce webinaire, c'est quand même d'essayer de vous donner quelques lignes de conduite, quelques outils pour effectivement au mieux gérer les contrats pour le temps passé, mais surtout aussi pour le temps qui va venir parce que la crise Covid-19 n'est pas encore finie. Alors, le premier slide, je vais vite parcourir le contenu de l'exposé que je vous propose. Brièvement, une petite chronologie de Covid et surtout, je vais juste m'arrêter sur deux moments clés pour le secteur de la construction où les mesures qui ont été prises ont eu un impact pour nos entrepreneurs et puis les conséquences. Ensuite, je me permets de m'arrêter sur toutes les informations qui ont été déjà communiquer sur notre site web, les modèles types de lettres, mais aussi les modèles de contrat. Je vais m'arrêter à quelques clauses types parce que je vais en faire référence à plusieurs reprises dans le courant de la suite de mon exposé. Donc, c'est important parce que c'est quand même là les outils pour le futur. Ensuite, je vous résume les principes généraux applicables pour gérer vos contrats. Et surtout dans le cas de la concertation avec vos clients, que ce soit des clients privés, consommateurs ou professionnels ou des clients publics, les pouvoirs adjudicateurs. Ensuite, évidemment, ça c'est le plus important, la force majeure et la théorie de l'imprévision. Je vais vous expliquer la différence et quel est l'intérêt d'invoquer l'un ou l'autre, quelles sont les conséquences, etc. Et puis, j'applique ça dans les marchés publics parce que là, effectivement, il y a des articles spécifiques. Je me permets aussi, ça va devenir à ce moment-là un peu technique quand même, mais quelques questions qui se posent, quelques points de discussion que j'aimerais bien aussi partager avec vous pour que vous soyez bien conscients de cela. Et surtout, c'est des éléments sur lesquels notre département travaille actuellement pour encore au mieux vous aider avec des modèles types de lettres. Après, parce que c'est quand même déjà une grosse tartine, je vais vous donner sous forme de schéma deux différentes versions de l'aperçu de ce que je vais vous expliquer. Ensuite, évidemment, la question dont tout le monde se préoccupe, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me faire indemniser par le client, quel poste rentre en compte, et puis pour les risques futurs, la clause de révision.
on va parler, et ensuite une petite question qui m'est revenue, c'est quitte si le client refuse que je reprends le travail ou que je commence le travail, quels sont mes droits, quelles sont les conséquences éventuelles. Et je termine avec un slide avec 2 points généraux à retenir de l'exposé. Je me permets aussi effectivement, comme Bérangère a dit, vous pouvez poser des questions, ils seront répondus à la fin normalement, mais aussi ce qui est important, c'est n'hésitez pas à envoyer via chat alors des aspects, des éléments dont vous dites « Ah tiens, ça c'est pas du tout abordé, qu'est-ce qu'il y a un besoin, est-ce que la Confédération va faire quelque chose, etc. » Donc surtout ça, nous sommes là pour aider les membres et encore améliorer évidemment tous les services et tous les modèles types de lettres qu'on a déjà mis à disposition. Évidemment, c'est des choses qui peuvent être étendues avec aussi votre input, pour lequel je vous remercie déjà. Voilà, je propose de passer à l'exposé même. Donc, la chronologie, c'est les 2 cases en bleu sur lesquelles je souhaite juste m'arrêter 2 petites secondes. C'est effectivement le 17 mars, il y a une série de mesures qui ont été prises, qui ont pour la première fois eu un impact sur le secteur de la construction. Le secteur de la construction a été qualifié comme un secteur non essentiel et donc uniquement les interventions urgentes étaient possibles. Pour le reste, c'était là, ce n'est pas la distanciation, mais c'est la distanciation sociale qui était en fait la mesure à respecter, c'est-à-dire la distance de 1,5 mètre et c'était qualifié comme une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter, sinon on peut être sanctionné. Comment? Évidemment, d'abord par le dressement d'un PV, mais surtout, c'était un risque pour l'entreprise de fermer. Et donc, évidemment, à ce moment-là, puisque la mesure a été annoncée le 17, elle est rentrée en vigueur le 18 à midi, on a constaté dans la pratique qu'il y avait beaucoup de contrôles par la police. Donc, il y a effectivement à ce moment-là beaucoup d'entreprises qui ont arrêté de travailler ou qui ont arrêté les chantiers. Le deuxième moment, évidemment, ça c'est le moment où on a pu reprendre, c'est les mesures qui ont été prises le 24 avril avec une entrée en vigueur le 4 mai. Donc là, la distanciation sociale est devenue une obligation de moyens. Donc, dans la mesure du possible, il faut encore continuer à respecter la distanciation sociale de 1,5 mètre. Et pour le reste, il y a toutes les mesures de prévention qu'il faut respecter et qui sont énumérées dans le guide générique et le protocole sectoriel de la construction. Donc ça, c'est en fait les 2 moments clés et ça, c'est évidemment aussi pour beaucoup d'entreprises la période entre le 18 mars et le 4 mai où ils n'ont pas continué les chantiers. Les conséquences des mesures, c'est pour la période entre le 18 et le 4, soit l'entrepreneur a arrêté les travaux, mais c'était aussi parfois à la demande ou sur ordonnance du maître d'ouvrage et parfois aussi la commune dans le cas des contrôles. En l'occurrence, c'était la police qui arrêtait les chantiers. Il y en a qui ont poursuivi, évidemment, avec un impact parce que le planning, en tenant compte du fait qu'il fallait respecter la distanciation sociale, les travaux ont été exécutés avec du retard et avec des frais supplémentaires. Et il y en a qui auraient dû débuter des travaux et qui ont reçu effectivement une demande de reporter ça à plus tard. Après la période du 4 mai, bon, c'était la question évidemment de redémarrer. Il y a la question de refus du maître d'ouvrage de redémarrer, mais surtout, il y a beaucoup de questions sur, voilà, je prépare mon offre, comment est-ce que je peux tenir compte des mesures Covid, tenant compte du fait que ça peut encore évoluer. Comment effectivement gérer ces risques par rapport à ça au niveau contractuel. Alors, toutes les hypothèses que je viens de vous expliquer, en fait, ils ont tous les mêmes objectifs, c'est effectivement de pouvoir soit continuer dans des conditions rentables, un redémarrage qui se passe facilement et une reprise avec plein d'espoir effectivement que les travaux puissent continuer au prix qu'effectivement qu'on a remis. Les risques communs, évidemment, c'est 1, les coûts, 2, les délais. C'est une petite erreur de traduction, donc c'est les délais évidemment et c'est le prix qu'on remet pour exécuter un marché. Le website, je ne vais évidemment pas expliquer tous les modèles types de lettres qui sont sur le website, c'est juste pour vous donner avec ce screenshot l'exemple qui se trouve sur la page Corona, qui est une page qui est accessible à tout le monde
Et je veux juste vous expliquer que dès le départ, la Confédération Construction et donc le département juridique a essayé d'aider les membres avec des courriers qui, d'une manière générale, pour le marché public et privé. À partir du moment où effectivement la situation a eu un impact pour le secteur de la construction, la première chose qu'on a dit, effectivement, qu'il faut le dénoncer ou le notifier, que ce soit aux clients privés ou publics. Ce qui est important à ce moment-là, c'est quand même le devoir d'information qui joue. Évidemment, les hypothèses se sont développées avec le temps, donc les courriers ont été rajoutés. Il y a toujours la même ligne de conduite, c'est effectivement on dénonce ce qui se passe, surtout on argumente, on justifie. Dans les courriers types, on a chaque fois proposé plusieurs arguments possibles et à ce moment-là, c'était à l'entreprise de choisir dans quelle hypothèse il se trouvait. Donc, cette partie-là, évidemment, on était obligé, parce que ça, c'est notre objectif quand même en tant que confédération, d'aider ses membres et surtout de vous donner une sécurité juridique en vous donnant un modèle type de lettre dans lequel vous pouvez préserver vos droits. Chaque courrier type, néanmoins, a été terminé avec la formule qu'effectivement, même si vous êtes dans une situation pareille et que vous, évidemment, ça vous impacte au niveau du délai et des coûts, que vous allez évidemment au moment venu transmettre, c'était important quand même aussi de chaque fois signaler aux clients que vous étiez prête effectivement à se concerter pour parler ouvertement de la problématique auquel vous êtes confrontés en vue de trouver ensemble effectivement des solutions équilibrées tout en limitant les dommages pour les deux parties. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise en fait tous les courriers que je me permets quand même de vous signaler. Après, sur le site web, donc ça, c'est la partie qui est uniquement accessible pour les membres. Je me permets déjà à ce stade-ci, mais vous allez comprendre dans le courant de l'exposé pourquoi je vous explique ça à ce moment-ci. On a des contrats types. Et j'aimerais bien mettre l'accent sur deux modèles et quelques clauses dans ces modèles. Le premier modèle, c'est le modèle de conditions générales du contrat d'entreprise. Donc, c'est pour les marchés privés. Donc, on parle bien de la relation entrepreneur-maître d'ouvrage. Là, il y a deux articles qui sont importants, plus particulièrement l'article 4 qui parle des suggestions imprévues et le deuxième article sur la coordination de la sécurité. Suggestion imprévue, en fait, cet article, elle englobe le tout. En fait, elle prévoit un règlement de tous les risques. C'est-à-dire que quand on est en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles, on dit qu'on a droit, effectivement, c'est une clause qui est réciproque. On a le droit de demander la révision du contrat ou la résiliation du contrat. Et si en plus les circonstances sont accompagnées d'une interruption des travaux, ben à ce moment-là, la clause prévoit qu'il y a une suspension de plein droit du délai d'exécution. Donc, vous allez voir, avec ce modèle de clause et avec la situation auquel beaucoup d'entreprises ont été confrontées, en fait, cette clause, évidemment, elle règle déjà les problèmes que vous vous posez. Évidemment, la question, vous allez réaliser ça plus tard dans l'exposé, est-ce que cette clause, elle est prévue dans le contrat, oui ou non, et est-ce qu'il y a évidemment aussi d'autres formalités ou d'autres points à prendre en compte pour faire valoir une clause pareille. L'article 6, coordination de la sécurité, c'est quelque chose qui est important pour le futur, où on va en parler tout à la fin, la clause de révision. Parce qu'ici, c'est au moment de remettre une offre que les conditions générales prévoient, donc le modèle de la Confédération Construction, qu'en fait, l'offre tient compte des mesures de sécurité qui ont été imposées à ce moment-là et en fait uniquement ceux-là. Donc, ceux qui évoluent dans le futur après la date de la remise d'offre, mais voilà, ils ne sont pas compris dans le prix. Et je pense que c'est quelque chose d'important puisqu'on sait tous que les mesures de prévention qu'on est obligé effectivement de respecter depuis le 4 mai, évidemment, il y a, je pense, quand même pour 80% de mesures qui font l'objet d'une adaptation qui sont reprises dans le plan de sécurité et de santé. Donc, on en revient plus tard sur l'impact de cette clause. Excuse-moi. Le deuxième modèle, c'est les conditions générales de contrat de sous-traitance. On est donc à ce moment-là dans la relation entrepreneur-sous-traitant. Deux articles importants.
La sécurité et la santé, de nouveau. Là, on dit simplement qu'effectivement, il faut respecter toutes les obligations dans la matière. Si on ne respecte pas, on a la possibilité de prendre les mesures à la place de l'autre et donc engager des frais. Et on peut résilier, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut évidemment l'esprit commun et collaborer pour mettre en œuvre toutes les mesures qui doivent être respectées. Et puis, il y a également dans notre modèle de contrat de sous-traitance une clause force majeure et circonstances extraordinaires imprévisibles. C'est une clause qui est réciproque, donc qui peut être invoquée par l'entrepreneur et le sous-traitant dans les situations où il y a force majeure ou des circonstances qui empêchent effectivement de continuer le contrat ou qui rend le contrat plus difficile dans l'exécution. À ce moment-là, on dit simplement que les parties peuvent invoquer la force majeure, ils peuvent invoquer les circonstances extraordinaires, mais on ne règle pas dans le modèle de clause que ça implique concrètement. On dit juste dans le deuxième paragraphe qu'il faut effectivement le dénoncer dans les 5 jours ouvrables. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est sur le website et ce qui est dans les modèles de contrat de la Confédération Construction. Les principes généraux applicables, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont évidentes, mais je pense que plus que jamais, parce que parfois, on va voir qu'il y a quand même, surtout en contrat privé, mais même au niveau des marchés publics, même si on a des articles spécifiques qui effectivement donnent déjà des bons arguments juridiques pour l'entrepreneur de demander certaines choses, on est quand même dans un contexte particulier et exceptionnel qui en fait justifie plus que jamais que les parties en fait respectent les principes généraux d'exécution de bonne foi, d'interdiction de l'abus de droit. Donc c'est vrai, c'est pas parce que on a le droit de faire quelque chose ou d'exiger quelque chose qu'il faut en abuser. Par exemple, la situation où pendant la période du 18 mars et le 4 mai, que l'entrepreneur qui dit « je ne peux pas travailler », le maître d'ouvrage qui dit « oui, vous devez absolument continuer à travailler ». Et en plus, je ne vous indemnise pas parce qu'on est par exemple en contrat privé, il n'y a rien qui est prévu. Ça, c'est vraiment un abus de droit. Et on voit très bien, évidemment, aujourd'hui, je n'ai qu'une heure, donc on ne va pas rentrer dans la doctrine et la jurisprudence, mais on voit quand même une tendance dans la jurisprudence et on en a tenu compte dans le cadre du nouveau code civil pour… je ne pense pas que tout le monde qui participe à ce séminaire est juriste, mais donc on est occupé effectivement avec un nouveau code civil. Et là, il y aura vraiment une définition d'abus de droit. Donc, ces principes, ce dont je vous parle, ils sont fort accentués dans le nouveau code civil. Et donc, raison de plus qu'en anticipant, déjà bien les appliquer dans le cadre des négociations, des concertations avec les clients, mais aussi avec les sous-traitants et avec les fournisseurs pour faire en sorte que tout le monde, effectivement, puisse sortir de cette crise avec un minimum de dommages. L'obligation générale d'information, c'est important, je l'ai déjà signalé. Donc, à partir du moment où il y a eu des éléments qui ont un impact sur le contrat, c'est très important d'en informer les parties. On constate aussi là dans la jurisprudence que de plus en plus les entrepreneurs ne sont pas nécessairement condamnés sur base d'une faute qui a été commise, parce qu'à la base, la responsabilité de l'entrepreneur est basée sur base de faute, mais de plus souvent, on n'a pas respecté comme il faut l'obligation générale d'information. Donc là aussi, je tiens à accentuer ce principe. L'utilisation du bon sens, argumenter, justifier et rechercher la cohérence, comme on a fait dans nos modèles type de lettres. Donc effectivement, pas simplement annoncer quelque chose et tout court dire « j'ai droit à ». Non, c'est toujours important dans toutes ces périodes d'expliquer pourquoi on est dans la situation et justifier quel est le dommage. Dialogue et consultation ou concertation, c'est vraiment le moyen pour sortir ensemble de cette crise et surtout pour effectivement gérer les aspects contractuels parce que dans beaucoup de situations, ce ne sera pas toujours évident et on sera obligé effectivement avec un dialogue constructif d'arriver à des solutions où il y a vraiment un partage des risques équilibrés. Tout ce que je viens de dire, évidemment, il n'y a rien de nouveau, mais c'est important d'en tenir compte. Et la Chambre de commerce en Flandre, effectivement, ils ont déjà envoyé à tous les partenaires une lettre ouverte qui, effectivement, reprend un peu les principes. Il y a 4 règles d'or. Et les circulaires régionales et les recommandations dans les marchés publics
en fait, là aussi, effectivement, on met l'accent sur le bon sens, l'exécution de bonne foi, et donc c'est important. Je vous dis aussi que le département a fait un tableau avec un état des lieux de toutes les initiatives qui ont été prises au niveau des marchés publics. Il y a un tableau comparatif, c'est évidemment un tableau très complet, mais aussi très technique, et elle est disponible sur demande. Voilà. Alors, le prochain slide. Force majeure et la théorie de l'imprévision. La force majeure, il y a une petite phrase qui est restée en néerlandais, pour laquelle je m'excuse. Le principe est la force majeure. Alors, pour le secteur de la construction et nos entrepreneurs, on est donc dans l'hypothèse où l'entrepreneur est dans l'impossibilité d'exécuter les travaux. Normalement, s'il y a un retard dans l'exécution, en fait, il faut indemniser le maître d'ouvrage. L'exception sur ce principe, c'est en cas de force majeure. Évidemment, si l'entrepreneur, avant le 18 mars, il avait déjà du retard dans le cadre de son chantier, il ne peut pas profiter de cette situation pour régulariser le retard qu'il avait déjà avant. On est bien d'accord. Maintenant, quand est-ce qu'on se trouve dans la force majeure? Il y a 3 conditions, dont 2 conditions sont évidentes et assez faciles pour l'entrepreneur de démontrer, parce qu'on est bien d'accord que quand on invoque la force majeure, c'est celui qui l'invoque qui doit évidemment prouver. C'est le caractère imprévisible, puisque le Covid est venu effectivement d'une manière soudaine et rapide qu'on ne pouvait pas effectivement le prévoir. Absence de faute, c'est quelque chose aussi qui est évident à démontrer pour l'entrepreneur, puisque c'est des décisions gouvernementales qui ont un impact sur le marché des travaux. Plus difficile, c'est le caractère insurmontable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à démontrer au cas par cas. Mais il faut quand même dire que respecter ou l'impossibilité de respecter la distanciation sociale, le fait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement général de matériel, indisponibilité de personnel pour des différentes raisons, sont acceptés a priori, à condition évidemment, toujours la même chose, il faut pouvoir prouver l'impact concret sur l'exécution. Donc ça reste important. Donc voilà, impossibilité d'exécuter. Maintenant, quelles sont les conséquences de la force majeure? En fait, 2 choses. C'est quand on est en cas de force majeure, eh ben, l'entrepreneur, il ne doit pas exécuter les travaux, mais le maître d'ouvrage, de son côté, il ne doit pas payer pour des prestations qui n'ont pas été exécutées non plus. Je suis bien précis, évidemment, les travaux qui ont été exécutés avant la crise, ceux-là, évidemment, on peut continuer à facturer. Donc, c'est uniquement les travaux pendant la suspension qu'évidemment, on ne va pas facturer, sauf si, dans les négociations, le maître d'ouvrage serait d'accord de vous donner une avance. Mais ça, c'est évidemment, ça, c'est autre chose. Du coup, l'entrepreneur qui arrête les travaux ne commet pas de faute contractuelle. Donc, c'est important. J'ai dit tout à l'heure qu'à la base, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est sur base d'une faute. Ici, en fait, dans ce cas, il n'y a pas de faute. Et donc, du coup, on ne peut pas lui imposer des sanctions et donc des pénalités ou des amendes de retard. On dit bien les amendes de retard parce qu'en fait, la force majeure, les conséquences ne règlent pas du tout les coûts qui sont générés. Et donc, évidemment, ça, c'est un poste aussi important pour beaucoup d'entreprises. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont être réglés? Il faut faire la distinction entre les frais engagés dans le cas de la suspension des travaux même et puis ceux dans le cas de la reprise. On fait la distinction entre les frais fixes et les frais spécifiques. Les frais fixes qui sont liés à la prolongation du délai d'exécution, donc en fait, prolongation de la durée de vie de certaines machines, les frais généraux, etc. Ceux-là, en fait, on parle bien d'une manière générale, donc on est surtout au marché privé, parce qu'on va parler tout à l'heure du marché public, sont à la charge de l'entrepreneur. Mais effectivement, en contrepartie, comme on vient de dire, le maître d'ouvrage ne pourra pas prétendre à une indemnisation du préjudice subi à cause du retard. Par rapport aux coûts spécifiques, là, il y a de la doctrine. Il y a aussi quelqu'un qui a fait un doctorat de Potter de Thunbrook. Donc, il y a la jurisprudence. C'est aussi pour ça que les modèles type de lettres sont accentués là-dessus. C'est que plus probablement, là, il faudrait aller vers un partage entre les parties sur base de l'exécution de bonne foi. Donc,
il faut bien dire que les coûts engendrés dans le cas de la suspension de travaux en marché privé, c'est donc pas du tout évident, tant pour les frais fixes que pour les frais spécifiques, mais pour les frais spécifiques, c'est plus défendable d'aller vers un partage de frais. Les coûts supplémentaires pour la poursuite de l'exécution des travaux, donc là, c'est surtout les mesures de prévention qui ont été basées sur le guide générique et complétées par le protocole du secteur. Et donc là, on parle de l'indication ou le responsable Corona, les masques, distanciation sociale, les adaptations dans les camionnettes pour le transport collectif, etc. Mais là, de nouveau, en fait, c'est des coûts qui vont devoir être supportés par l'entrepreneur. Et là, de nouveau, comme j'ai déjà dit à d'autres moments, dans le cas du nouveau Code civil et quand on regarde autour de nous, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, là, il y a quand même des solutions qui sont acceptées de plutôt intervenir dans les frais, donc partage de frais. Et sur base du principe de l'exécution de bonne foi, tout ça, c'est quand même une évolution qui permet effectivement de défendre le fait qu'il faut aller vers une répartition des coûts. Et évidemment, cela, il faut négocier avec les clients, ce qui n'est pas évident. Cette négociation, elle est différente en marché public parce que là, effectivement, il y a des articles spécifiques. On verra juste après. Ça, c'est par rapport à la force majeure. Par rapport à la théorie de l'imprévision, là, on est dans l'hypothèse où l'exécution des travaux reste possible, mais dans des autres circonstances. Alors, qu'est-ce que ça implique? Les difficultés existantes au moment de la remise de l'offre, par exemple un problème technique avec le sous-sol ou les problèmes inexistants de nature économique ou comme on connaît avec le Covid, ils sont inconnus, imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, ils se réalisent pendant l'exécution alors que les conséquences n'ont pas été calculées dans le prix. Donc ça, c'est la théorie de l'imprévision. Maintenant, est-ce qu'on a droit à indemnisation? Pour les marchés privés, là de nouveau, on n'est pas très confortable actuellement puisque l'imprévision n'est pas du tout acceptée par la jurisprudence telle qu'elle. Donc, elle ne s'applique pas d'une manière automatique parce qu'elle n'est pas prévue par le Code civil. Elle le sera dans le futur, heureusement. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et donc, ça veut dire que en marché privé, la théorie de l'imprévision, elle va uniquement jouer quand il y a une clause contractuelle. Et donc là, vous comprenez effectivement, dans mes premiers slides, je vous ai parlé des modèles types de clauses, dont les modèles de contrat que propose la Confédération. Donc, c'est important d'avoir une clause contractuelle. Pour les marchés publics, là, il y a un règlement spécifique. Alors, on va peut-être d'abord maintenant résumer ce que je viens de dire par rapport à la force majeure et la théorie de l'imprévision. Les deux sont à démontrer évidemment par celui qui l'invoque. Force majeure implique l'impossibilité d'exécuter les travaux. Ça, c'est la grande différence avec la théorie de l'imprévision, où on peut continuer à travailler, mais les circonstances dans le cas duquel on est obligé de travailler sont plus lourdes pour une des parties. Alors, au niveau des conséquences, la force majeure fait en sorte que les pénalités et les amendes ne sont pas appliquées, mais, ça c'est important, ne règle pas les coûts, ne règle pas la question des coûts. Et aussi, il y a une libération des obligations des deux parties. Ça, je vous ai expliqué. L'entrepreneur, d'une part, ne commet pas de faute contractuelle. Le maître d'ouvrage, d'autre part, il ne doit pas payer pour des travaux qui ne sont pas exécutés pendant la période de suspension. La théorie de l'imprévision, elle entraîne en fait une renégociation du contrat, mais puisqu'elle n'est pas reconnue généralement par la jurisprudence, actuellement, il faut une clause contractuelle si on veut effectivement appliquer cette théorie, sauf au marché public où là, il y a un article qui prévoit la théorie de l'imprévision. Donc ça, c'est le résumé, force majeure, théorie de l'imprévision. Marché public. Donc là, je n'ai pas eu d'autre choix que sur ce premier slide d'être quand même, de donner un peu un aperçu des articles qui peuvent jouer et ceux qui sont indiqués en gris, c'est ceux qui sont intéressants pour les entrepreneurs ou en tout cas qui jouent une importance pour nous.
En fait, tous ces articles, ils se trouvent dans l'arrêté exécution et se trouvent tous dans l'article 38, qui est un chapitre modification au marché. Donc, tous ces articles sont à qualifier comme une modification. Alors, l'article 38.2 est l'hypothèse où il y a des événements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur. Donc, à ce moment-là, si en cours d'exécution, il y a des circonstances qui ont lieu, qui étaient imprévisibles pour l'adjudicataire, l'adjudicataire, il peut ordonner une modification. Évidemment, ça a des conséquences et à ce moment-là, cet article ne prévoit pas de seuil. Donc, en fait, c'est normalement, du coup, dans les deux sens, on est indemnisé. Donc, si c'est dans l'avantage, la modification de l'adjudicataire, il va être remboursé ou il y aura une réduction dans le contrat. Si de l'autre côté, ça implique effectivement certains travaux qui sont plus coûteuses ou des circonstances qui font que ça coûte plus, et à ce moment-là, l'entrepreneur, il va être indemnisé ou payé pour la totalité de ce que ça implique. Donc, ça, c'est important, il n'y a pas de seuil. L'article 38.4, c'est également un article qui, en fait, est plutôt à décider par l'adjudicateur, mais l'entrepreneur, il peut demander évidemment l'application de cet article. C'est la règle des minimis. La règle des minimis, c'est l'article qui dit que, en fait, on peut modifier quelque chose au marché. On ne peut pas évidemment modifier la nature générale du marché. Mais ça permet, s'il y a effectivement des modifications minimes qui peuvent aller jusqu'à 15% quand même du marché initial, ce qui n'est pas n'importe quoi, eh bien, on peut modifier le marché. Et là aussi, du coup, le principe est on est indemnisé pour que ça représente la modification. Donc, de nouveau, là, pas de seuil. Ensuite, il y a l'article 38.9. Et donc, ça, c'est évidemment, ça, c'est l'article que tout le monde connaît. Je me permets aussi de dire que dans les modèles type de lettres qu'on a fait sur le website, on a évidemment parlé de la situation imprévisible, mais on a fait exprès, puisque ce n'était pas nécessaire parce que c'était des courriers adressés pour les marchés publics et des marchés privés. On n'a pas indiqué l'article sur lequel on voulait s'appuyer parce que, un, ce n'est pas nécessaire légalement, on ne doit pas indiquer quel article. Mais donc, beaucoup d'entrepreneurs ont probablement en tête par rapport à après, où ils auront quand même indiqué que c'est dans le cas de l'article 38.9 qu'on va demander d'être indemnisé pour le préjudice. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je vais en parler plus loin en détail, c'est qu'ici, il y a un seuil. Okay? Il y a un seuil de 2,5%, donc il faut avoir un préjudice important avant que l'adjudicataire va vous indemniser. Ensuite, il y a l'article 38.12. Là, on est dans l'hypothèse où c'est le pouvoir adjudicateur qui vous a ordonné de suspendre les travaux. Donc, ça, c'est aussi un article qui joue. Je vais en parler un peu plus loin. Et puis, les articles 38, 14 et 15, ça, c'est important puisqu'en fait, c'est des formalités à respecter. Pas dans tous les cas. C'est ici, donc, pour nous, important, c'est dans le cas de l'article 38.9, mais ces formalités ne jouent pas dans le cas de l'article 38.2 et 38.4, puisque si on ne respecte pas ces modalités, c'est-à-dire qu'il faut le dénoncer, la situation dans les 30 jours, et il faut également donner un premier chiffrage. Si on ne le fait pas, on est échu de ses droits. Donc, ça, c'est quand même très important à retenir. Ça, c'est aussi la raison pourquoi dans les modèles type de lettres, ce qu'on a chaque fois fait passer comme message, c'est qu'il fallait le dénoncer tout de suite. On n'a pas parlé des 30 jours parce qu'on était en marché public, marché privé, donc on a dit tout de suite, comme ça, on couvrait toutes les hypothèses. Alors, marché public. Donc maintenant, on va un peu rentrer en détail par rapport aux articles que je vous ai indiqués en zone grise. Tout d'abord, mais on ne va pas en parler maintenant parce que là, le tableau porte sur 9 à 10 pages. Mais donc, il faut savoir qu'en marché public, il y a déjà eu des circulaires et des recommandations qui ont été qui sont rendues. Et c'est vrai qu'ils respectent en fait les principes de bon sens. Actuellement, dans tous ces circulaires et recommandations, il y a deux aspects qui ne sont pas abordés, mais sur lesquels, pour le moment, on travaille tant en Flandre qu'en Wallonie et certainement aussi à Bruxelles, qui a certainement déjà
des concertations ou des premiers échanges, c'est effectivement des recommandations sur les bases pour être indemnisé, quels postes rentrent en compte, etc., pour effectivement un peu faciliter les discussions, parce que ce n'est pas le but que des deux côtés, on perd effectivement trop de temps, trop d'énergie et trop d'argent avec les discussions par rapport aux indemnisations. Donc, je sais très bien, la Confédération est très bien au courant qu'il y a une demande des entreprises pour avoir une sorte de tool et on est occupé avec ça. Et d'ailleurs, dans les marchés publics, il y a des pourparlers en cours pour là aussi aider ou donner un cadre minimum pour aider les entreprises, mais aussi les pouvoirs adjudicateurs qui doit permettre effectivement de passer vite outre et surtout de se focaliser sur la relance et la continuité et la reprise des chantiers. Maintenant, en marché public, il y a cet article 38.9, OK, et ça implique à ce moment-là, on peut s'appuyer sur cet article pour demander une prolongation des délais d'exécution. Ça veut dire qu'en fait, on est assez safe par rapport au délai en cas de suspension parce qu'il suffit de s'appuyer sur cet article pour demander une prolongation. Concrètement, tout à l'heure, j'ai parlé de force majeure. En fait, vous n'avez pas nécessairement besoin de soulever la force majeure pour vous libérer des amendes puisque vous avez ici un article spécifique. J'ai aussi parlé déjà de préjudice très important, c'est-à-dire 2,5% du montant initial du marché, ce qui n'est pas n'importe quoi, avant de pouvoir effectivement d'être dans la situation dans le cas de quel adjudicataire il va vous indemniser. Et puis, il y a les formalités à respecter. Et je me permets aussi, dans un premier tiret, de vous dire que l'article parle de rétablissement de l'équilibre contractuel. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une compensation ou une indemnisation intégrale. Je me permets de vous le dire parce qu'effectivement, on a tendance effectivement à constater dans les réactions des pouvoirs adjudicataires que même si on est dans des articles spécifiques qui donnent une bonne base pour les pouvoirs pour les entreprises, les pouvoirs adjudicataires attendent quand même en retour qu'il y a une sorte de répartition des frais. Et donc, ça rentre en compte avec ce que l'article 38.9 dit. Ce que je veux dire avec ça, c'est que même dans l'article 38.9, au niveau des délais, on a un bon argument. Au niveau du préjudice qui dépasse les 2,5%, en fait, il ne faut pas nécessairement espérer que tous les pouvoirs adjudicataires vont être d'accord à indemniser la totalité, puisque l'article parle de rétablissement de l'équilibre contractuel. Alors, deux questions. Ces questions viennent du fait qu'en fait, on a un retour de la pratique et donc, ça, c'est la raison pourquoi je veux les aborder. Première chose, OK, cet article sur les circonstances imprévisibles que moi, en tant qu'entrepreneur, j'invoque. Mais par contre, je suis confrontée avec un pouvoir adjudicataire et c'est le retour qu'on a, qu'il y en a certains qui disent « Oui, mais moi, j'invoque en tant que pouvoir adjudicataire, moi, j'invoque la force majeure et donc, moi, je ne suis pas obligée de vous indemniser. » Et bien là, on est occupé avec le département à élaborer un argument type et donc un modèle type de lettre. Cet article 38, en fait, dans les marchés publics, elle règle la situation aussi de la force majeure. Et on se base sur la doctrine qui a été publiée là-dessus, mais surtout, en fait, le rapport aux voix relative à l'article 56, qui est la version antérieure à l'article 38.9, qui dit clairement que l'article sur les circonstances imprévisibles règle ou s'applique aussi dans le cas de la force majeure. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. Si le pouvoir adjudicataire vous dit ça, que vous avez un argumentaire à développer. Donc, sur ce point-là, il faut effectivement surveiller les flashs et le website parce qu'il y aura un modèle type de lettre qui sera développé pour aider les membres. Deuxième question, c'est cet article sur les circonstances imprévisibles et la suspension qui a été ordonnée par le pouvoir adjudicataire. C'est de nouveau quelque chose d'assez technique que je vais vous expliquer, mais je le fais parce qu'il faut que je vous aide à vous défendre quand le pouvoir adjudicataire vient avec cette argumentation. L'article sur la suspension, c'est l'article 38.12, porte le principe que l'entrepreneur est indemnisé en cas de suspension imprévue, qui ne sont pas prévus dans les documents de marché.
Mais il y a des conditions. Et une des conditions, c'est que la suspension n'est pas due aux circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché. Donc, du coup, soyons honnêtes et objectifs, cette condition, en fait, elle n'est pas remplie. Et donc, du coup, on dit « Ah, pas droit à l'indemnisation ». Jusque-là, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Mais ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas remplies, effectivement, que ça empêche l'entrepreneur à demander quand même une indemnisation sur la base de l'article 38.9. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Et là aussi, on va développer un modèle type de lettre pour vous donner, en tant qu'entreprise, si jamais vous êtes confronté avec une argumentation pareille de la part de votre client en marché public, évidemment. Alors, on a parlé de 38.9, on a parlé de 2 points de discussion, plus particulièrement avec la force majeure d'une part et la suspension de l'autre part. Du coup, on se pose la question, oui, ok, c'est 38.9, ce qui est embêtant quand même, ok, les délais peuvent être facilement réglés. Ce qui me gêne, c'est les 2,5%. D'où effectivement l'intérêt de se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres articles que je peux effectivement invoquer? Et là, effectivement, il y a 2 articles que j'ai indiqués en gris, mais qui ne sont pas automatiquement en fait d'application, puisque c'est plutôt des articles auxquels l'entrepreneur devrait le signaler à l'adjudicataire qui a ces articles qu'il peut également appliquer, puisque c'est l'adjudicataire en principe qui doit les ordonner. C'est l'adjudicataire qui doit dire effectivement, moi j'étais en circonstances imprévisibles et donc j'ordonne une modification. Et deuxième chose, effectivement, la modification qui a lieu, je suis d'accord effectivement que c'est dans le cadre de l'article 38.4. Donc il y a 2 possibilités, circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire. Et donc là, il n'y a pas de seuil pour l'indemnisation, ou l'article 38.4, c'est une modification jusqu'à 15% du montant initial du marché, règle de minimis, il n'y a pas non plus de seuil pour l'indemnisation. Mais la grande différence, c'est que, et le problème, c'est que sur tout ce chapitre, le premier slide avec l'énumération de tous les articles, il y a encore très peu de jurisprudence et de doctrine aussi par rapport à l'application, par exemple, de 38.2 et 38.4. Mais les possibilités sont là et donc pourquoi effectivement pas les soulever et les invoquer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense que le but d'un chantier qu'on a repris en main, le but c'est quand même de le continuer, et dans le cas de la continuité, qui est un principe général que les pouvoirs éducateurs évidemment appliquent tout le temps, c'est important de bien s'entendre pour bien terminer le chantier. Si vous êtes comme entrepreneur dans une situation où effectivement vous avez un impact sur votre chantier et vous arrivez à chiffrer 1,5%, 2%, concrètement, ça veut dire dans le cas de l'article 38.9, vous allez pouvoir obtenir une prolongation du délai. Et si vous êtes contente avec ça, c'est évidemment la liberté contractuelle de chaque partie, de chaque entreprise. Mais c'est un peu dommage pour vous qu'effectivement, que vous n'atteignez pas les 2,5% et donc du coup, ces 2% sont complètement à vos charges. Il n'y a rien qui empêche, si l'entendez bien dans le cas de la concertation, effectivement de soulever ces 2 autres articles parce qu'il n'y a pas de seuil et c'est une possibilité légale dans le chef de l'adjudicataire de dire, ben voilà, oui, vous avez les frais, vous avez démontré l'impact, et bien il y a une modification et moi je redonne la modification sur base de l'article 38.2 ou l'article 38.4. C'est des possibilités théoriques possibles que je me permets effectivement de partager avec vous. Maintenant, une application concrète, par exemple, de l'article 38, c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est l'adaptation du plan de santé et de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on est tous bien d'accord que les mesures de prévention qui sont applicables depuis le 4 mai, ils impliquent surtout effectivement toute une série de mesures pour lesquelles, en fait, le plan de sécurité et de santé doit être adapté. Je pense que c'était fin mai ou début juin que la Confédération Construction a développé un position paper sur effectivement
le rôle des acteurs sur le chantier en temps Covid, surtout suite à toutes ces nouvelles mesures, puisque c'est quelque chose qui est très important et l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et le coordinateur de santé et de sécurité ont un rôle à jouer. Ici, évidemment, dans le cas de cet article, ce qui est important, c'est le rôle du maître d'ouvrage, le rôle du pouvoir adjudicateur, puisque c'est lui qui, au départ, a la mission d'indiquer un coordinateur projet et un coordinateur de réalisation. Et si effectivement, en cours d'exécution, il y a effectivement des évolutions et des modifications par rapport aux mesures de prévention, eh bien, le pouvoir adjudicataire, il doit demander au coordinateur d'adapter le plan de sécurité. À ce moment-là, cette adaptation, c'est une modification et elle peut rentrer en compte dans le cadre de l'article 38.4. Et évidemment, ça peut être très utile puisque la plupart des surcoûts dans le cadre de la reprise sont quand même liés aux mesures à prendre en compte dans le cadre du plan de santé et de sécurité. Alors, par rapport aux activités de l'entrepreneur même, évidemment, là, l'entrepreneur, il est obligé d'adapter son plan de sécurité dans l'entreprise. Est-ce qu'il peut récupérer les coûts supplémentaires? Je pense que ça, c'est des frais généraux et c'est plutôt frais généraux. Normalement, ils sont répercutés ou partagés sur les différents postes dans le cadre d'un marché public. Donc, ça, c'est la question qu'on va aborder un peu plus tard, les frais généraux. Voilà. Alors, un dernier slide, mais ce n'est pas le but de parler trop longtemps de ça parce que c'est tout à fait une autre problématique. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Puisqu'en fait, on est en train de parler de l'article 38.9 et donc actuellement, il y a aussi un grand problème par rapport à la révision négative des prix dans les marchés publics. Pas seulement la valeur S, mais aussi la valeur I. Pour la valeur S, il y a eu une prise de position, il y a eu une FAQ, il y a eu des lettres types. Pour la valeur I, je voulais juste partager deux éléments avec vous. C'est d'abord qu'il y a eu aussi des lettres types et le but, c'est de demander, donc on vous a donné l'outil pour demander au pouvoir éducateur de reporter provisoirement ou temporairement l'application de la formule de révision en attendant la publication d'indices nouveaux et ajustés. Et donc, on est en train d'élaborer cela avec le cabinet compétent, l'SPF Économie, la Mercurial, etc. Pourquoi est-ce que j'en parle aussi? Ça, c'est le deuxième élément que j'aimerais bien partager avec vous. C'est qu'effectivement, ici, c'est des circonstances imprévisibles également, mais il y a un article spécifique qui sert pour la formule de révision. Et là, il n'y a pas de formalité. Donc, normalement, il ne faut pas le dénoncer. Mais moi, je vous conseille quand même que si vous êtes dans le cas, de quand même le dénoncer. C'est ce qu'on a fait aussi dans la lettre type, qu'en tout état de cause, à partir du moment où que vous vous rendez compte que dans le cas de votre facturation, que la formule qui est prévue dans les documents du marché, qu'elle ne reflète pas la structure réelle de vos coûts, en fait, il faut le dénoncer. Effectivement, il y a plusieurs positions possibles. Est-ce que c'est suffisant de s'appuyer sur l'article 38.7 ou est-ce qu'on est dans le cadre de 38.9 et donc du coup, il faut respecter les 30 jours? C'est pas clairement réglé. Mais donc, ça, c'est la raison pourquoi on dit, vous êtes dans le cas, il vaut mieux déjà de toute façon d'informer le pouvoir adjudicateur en attendant la publication des nouveaux indices. Si on est dans le 38.9, évidemment, ça peut aussi jouer pour atteindre votre seuil de 2,5 %. Voilà, mais donc, ce n'est pas le sujet parce que déjà sur la révision négative, on pourrait donner un webinaire de 1 heure. Voilà, j'ai encore quelques slides. Donc, normalement, je dois être capable de respecter le timing. Tout ce que je viens d'expliquer, je me demande si vous voyez, j'aimerais bien déplacer quelque chose sur les slides. Je vais donner deux aperçus de tout ce que je vous ai expliqué. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux schémas. Soit on est dans la situation où l'exécution est possible, mais dans des conditions plus onéreuses. En marché public, en fait, c'est assez simple. Il y a les circonstances imprévisibles à soulever. À la base, pour l'entrepreneur, c'est l'article 38.9. Mais ça peut être aussi le 38.2, mais c'est plutôt les circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicataire, ou soit règle de minimis,
effectivement, là, on est dans la modification pure et ça peut être utilisé pour tout ce qui est adaptation, plan de sécurité et de santé. À ce moment-là, on va reviser le marché et donc on règle la problématique des surcoûts et du délai. En marché privé, tout est lié à ce qui est prévu dans le contrat. S'il y a une clause, ben voilà, on fait jouer la clause. S'il n'y a pas de clause, ben c'est la concertation, c'est effectivement s'appuyer sur le principe général de bonne foi, interdiction d'abus de droit. Et la meilleure chose qu'on peut obtenir, c'est effectivement une répartition des coûts. Quand on est dans le schéma où on est dans l'impossibilité d'exécuter les travaux, ben là, c'est un peu comme le slide précédent. Il y avait quelques différences que je me suis permis d'indiquer dans la couleur jaune. C'est-à-dire qu'en fait, en marché public, il y a l'article qui permet de neutraliser les amendes et les pénalités. Donc, on peut faire application de cet article. Et l'article 38.9, j'ai bien expliqué, c'est même applicable même en cas de force majeure ou en cas de suspension des travaux par le pouvoir adjudicateur. En marché privé, de nouveau, tout dépend si c'est prévu dans le contrat. Et évidemment, là, dans les marchés privés, s'il n'y a rien qui est prévu dans le contrat et vous n'avez pas eu d'autre choix que de suspendre les travaux, là, évidemment, la force majeure peut être important pour vous de démontrer, puisqu'en démontrant la force majeure, vous neutralisez effectivement les amendes. Voilà, donc ça, c'est les deux schémas. Maintenant, tout ça encore plus résumé, ce qu'il faut retenir pour les marchés en cours, les pénalités ou plutôt les amendes, mais on utilise un peu les deux termes de manière mixte. En marché public, voilà, on peut les neutraliser avec le 38.9, ça c'est clair. En marché privé, ben, il faut la clause contractuelle, sinon on doit s'appuyer sur la force majeure. Au niveau des coûts, marché public, il y a le 38.9 classique, mais il y a également le 38.2 ou le 38.4. Et en marché privé, de nouveau, clause contractuelle, sinon négociation, avec effectivement, en espérant qu'il y a une répartition des coûts. Il y a quelques éléments qui sont importants sur lesquels on peut se baser pour effectivement, dans le cas de la négociation, de justifier pourquoi on veut partager les frais. Évidemment, pour les marchés en cours et les marchés privés, puisque j'ai dit au départ que la crise n'est pas finie, s'il n'y a pas de clause, ben, on peut peut-être réfléchir à négocier quand même d'intégrer via un avenant une clause pour le futur. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Alors, la compensation, quel poste? J'ai dit tout à l'heure qu'actuellement, on est en train d'en parler, de faire une liste des postes qui effectivement sont évidentes, qui ont été, qui peuvent rentrer en compte pour une indemnisation. Évidemment, c'est du cas par cas et c'est à justifier. Ici, sur les slides, je me suis simplement permis déjà de quand même d'en parler et de m'inspirer de la formule travaux publics qui est largement exposée dans le commentaire pratique de la Confédération. C'est soi-disant la formule flamme. Et je me suis, en total, je pense qu'il y a 14 ou 15 postes. Moi, je me suis permis de simplement me limiter à quelques premiers postes où ça me paraît logique qu'il y a des frais qui ont été exposés et qu'ils devront faire l'objet d'une indemnisation. C'est tout ce qui est frais généraux de chantier, donc les frais qui impactent le chantier même. Donc, c'est les frais de personnel. Évidemment, à ce moment-là, on doit tenir compte des indemnités de chômage temporaire qu'on a obtenues. Par rapport au transport du personnel aller-retour du chantier, les cloisons qu'on a dû placer, ça me paraît aussi évident. Les baraquements qui doivent effectivement rester plus longtemps sur chantier suite à la suspension. Les clôtures de chantier, aussi tout ce qui est coûts de surveillance, éclairage, signalisation et entretien. C'est des postes et des frais qui sont facilement à démontrer et qui sont liés à la suspension due au Covid. Donc, ça me paraît assez normal de les chiffrer et de les soumettre aux clients pour indemnisation. Il y a les assurances, les autres frais, l'occupation du domaine public, pas oublier à chiffrer puisque c'est quand même parfois des montants importants qui sont demandés par la commune. Et puis les surcoûts des mesures qui sont maintenant à respecter sur chantier suite aux mesures prévues dans le guide générique et le protocole sectoriel et la checklist de constructif. Voilà.
Un deuxième poste, c'est l'immobilisation du matériel, comme la grue à tour. Ensuite, évidemment, il y a les frais inhérents à l'arrêt et le redémarrage du chantier, donc la mesure de prévention, c'est-à-dire plutôt de préservation des prestations, donc des travaux qui ont été déjà exécutés et du matériel. C'est quelque chose qu'effectivement qui a été dû faire au moment où on a décidé d'arrêter. Ça ne se fait pas d'une minute à l'autre. On a dû prendre certaines mesures et ça représente des coûts qu'on peut chiffrer et présenter au client, à l'adjudicateur. Le prochain poste, frais généraux administratifs, les frais de siège, évidemment, il y en a un état, toute une liste. Quand on remet une offre, c'est donc des postes qui sont répartis. C'est donc un coût qui est réparti sur les différentes postes quand on remet une offre. Ici, oui, elle est reprise dans la liste des postes à être indemnisés. Maintenant, je dois dire que les premiers échos, c'est quand même qu'on a plutôt tendance à se limiter aux postes que je viens d'énumérer, que les frais généraux, on est plutôt hésitante. Voilà, ils sont là, donc je pense que je vous conseille évidemment de les chiffrer certainement et proposer. Et tout ça, de toute façon, c'est important pour arriver à démontrer le vrai préjudice pour atteindre déjà le seuil de 2,5% si vous vous basez sur le 38,9. Et après, c'est toujours important d'argumenter et de justifier et de chiffrer. Après, dans le cas de la concertation, c'est à chaque partie, effectivement, de voir où trancher, ou effectivement trouver la solution équilibrée. Ça, c'est quelque chose sur lequel la Confédération ne peut pas juger. On vous propose juste ici, où il y a une liste qui est disponible pour tout le monde dans le commentaire pratique. On est en train d'élaborer des postes évidentes qui seront prises en charge, mais indépendamment de ça, évidemment, ça reste quand même aussi actuellement de la négo bilatérale avec les clients pour effectivement discuter. Il y a une base juridique pour les demander. En plus, il y a une base chiffrée et donc on estime qu'ils doivent être indemnisés. Et puis, c'est à vous de voir dans quelle mesure vous êtes prête à faire un partage ou une répartition des frais. Les risques et bénéfices, perte de rendement, on en parle beaucoup, perte de rendement, puisqu'effectivement, à cause de la manière différente de travailler, évidemment, on travaille plus lentement, ça prend plus de temps pour faire exécuter les mêmes travaux, etc. L'indemnisation des sous-traitants aussi. C'est des postes, ils sont dans la liste de la formule flamme, mais disons, je les ai énumérés ici parce que je ne pense pas que les adjudicateurs sont très joyeux, de les accepter comme ça. Maintenant, si ces postes sont à chiffrer et vous subissez effectivement le dommage, vous pouvez le faire parce qu'il y a une base et c'est élaboré dans le commentaire pratique. Maintenant, s'il faut être indemnisé, ça c'est un peu à voir avec l'adjudicateur, mais vous pouvez évidemment le faire. Les frais d'études, je pense que ça c'est quelque chose qui peut vraiment rentrer en compte parce qu'à partir du moment où on a toujours dit que OK, il faut le signaler au plus vite, il faut argumenter, il faut justifier, il faut chiffrer. Le but de ça, c'est effectivement d'être objectif sur tous les éléments. Et donc ici, si c'est le but, c'est de chiffrer un dossier et des frais objectifs pour démontrer au pouvoir adjudicateur, ben voilà, ça c'est vraiment notre coût réel supplémentaire. Si ça représente un coût pour le faire, puisqu'on a fait appel à un réviseur d'entreprise ou à un comptable, etc., je pense que c'est un poste qui peut également rentrer en compte pour l'indemnisation. Voilà, donc pour le moment, on ne sait pas en dire plus, mais comme j'ai dit, on est en train de parler de tout ça aussi, d'un cadre possible pour les entrepreneurs pour quand même leur aider ou leur faciliter les discussions avec les pouvoirs adjudicataires, puisqu'effectivement, il faut se focaliser sur la relance et la continuité des marchés qu'on a de nouveau recommencé. La clause de révision, ça c'est le futur. Il y a 2 slides, mais je peux être très bref parce qu'en fait, ça reprend un peu ce que j'ai expliqué dans des modèles de clause au départ. Le but de ce slide, c'est comment est-ce que je vais, dans le cadre de mes devis et de mes offres, tenir compte des risques spécifiques COVID.
comment est-ce que je dois gérer ça? Mais dans le cas de la relation avec les clients, le marché privé, je parle, il y a l'article 4 dans le modèle type de contrat, conditions générales, que je vous invite à reprendre, qui règle toutes les risques en fait. Dans le cas de la relation entrepreneur-sous-traitant, il y a également une clause que vous pouvez reprendre, mais elle est moins détaillée. Mais en tout cas, l'idée de pouvoir invoquer la force majeure et les circonstances imprévisibles sont prévues. Donc voilà, pour le marché privé, moi je vous propose effectivement de reprendre les modèles type de clause, mais il faut rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'au moment que vous remettez l'offre, c'est important, comme c'est dans la modèle clause par rapport à le plan de sécurité et de santé, que vous dites que l'offre que vous transmettez tient compte des mesures COVID applicables, par exemple 10 jours calendrier avant la date de l'offre. Évidemment, si vous souhaitez exclure tous les risques, ben là, évidemment, il y a un contrat qui exclut tous ces risques, c'est faire un contrat en régie contenant un prix indicatif. Donc, ça, c'est une possibilité, mais commercialement, je n'ai pas d'idée. C'est surtout pour les petits chantiers, les petits travaux que c'est appliqué. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc, soit effectivement, vous prenez la modèle clause de la Confédération en rajoutant cette clause ici par rapport à la date, soit vous avez effectivement commercialement la possibilité, puisque les clients acceptent, de travailler avec vous en contrat de régie. À ce moment-là, vous prenez aucun risque puisque vous allez leur facturer le prix réel à la fin. Quitte les marchés publics, c'est une question et là, c'est le deuxième point sur lequel effectivement il y a des réunions qui ont lieu tant en Flandre qu'en Wallonie pour élaborer effectivement d'une manière équilibrée de nouveau une clause de révision qui sera intégrée dans les documents de marché. Donc tout ça c'est en cours et donc il faut bien garder à l'œil les flashs et le website de la Confédération. Autrement formulé, on a ici clause de révision dans les nouveaux marchés, marchés publics, les discussions sont en cours. Les marchés privés, je vous propose de prendre les modèles de clause dans le contrat type de la Confédération et faire un ajout à l'offre par rapport à la date. Dernier petit point, quitte si le client refuse, ce qui est important, c'est effectivement pour l'exécution des travaux, en fait, il faut respecter les mesures dans le guide, dans le protocole et aussi repris et élaboré d'une manière détaillée dans la checklist constructive. Maintenant, il y a une checklist constructive qui vise aussi plus particulièrement les mesures à respecter dans le cas des travaux exécutés dans les bâtiments occupés, okay? Parce que là, c'est encore plus compliqué. Alors, évidemment, surtout dans les bâtiments occupés, surtout quand c'est plutôt des projets de rénovation, c'est possible que le refus du client, il est justifié. À ce moment-là, ce qui est important comme entrepreneur, c'est de dire « Ok, c'est important quand même de connaître les arguments et la motivation, pourquoi il y a un refus, en utilisant la checklist constructive et en élaborant et en parcourant toute cette liste avec les clients. C'est important, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Fixer une nouvelle date en fonction, évidemment, de votre planning. Bon, la question m'a été posée, oui, mais remettre, ça ne m'arrange pas. Maintenant, si le refus est justifié, ça va être difficile pour vous en tant qu'entrepreneur de demander une indemnisation pour ça. Maintenant, si le refus est injustifié, bien là, c'est vrai que le client, il a conformément à l'article 1794 le droit de mettre fin au contrat à tout moment, mais évidemment, à ce moment-là, il doit vous indemniser pour tous les frais engagés, la perte de bénéfices, etc. Donc, ça, c'est un peu le message ou un petit message que je voulais vous passer par rapport à ce point-là. Et puis, mon dernier slide, à retenir, très général, les principes de base. Je pense que c'est quelque chose important. Donc, ils sont tous énumérés sur le slide au départ. Dans le cas de la révision ou la concertation que vous avez avec les clients, c'est comme ça que vous allez au mieux gérer, je pense, vos contrats. Même s'il y a certaines clauses contractuelles ou des articles de la réglementation qui vous donnent une bonne base juridique, ça ne veut pas dire que respecter principes de base, bonne foi, limitation des risques, partage des frais, je pense que dans cette situation exceptionnelle dans laquelle on se retrouve tous, c'est très important de les appliquer.
Et puis, anticipation des risques, ça c'est pour le futur. Prévoyez des clauses contractuelles relatives à des circonstances imprévisibles. Fixez dans le devis, donc l'offre, une date à laquelle les mesures COVID ont été prises en compte. Comme ça, pour ce qui va évoluer dans le futur, vous pouvez vous appuyer sur la clause qui est prévue dans le contrat pour demander une adaptation. Comment faire ça, une clause? Évidemment, pour les nouveaux contrats, c'est évident, donc il faut les négocier, surtout en marché privé. Pour les contrats en cours, il n'y a rien qui vous empêche de négocier pour le futur ou pour la deuxième partie de la réalisation du marché, de prévoir dans un avenant une clause qui effectivement vous donne la possibilité, en fonction de l'évolution qui peut encore avoir lieu dans les prochains mois, de vous préserver de certains risques. Voilà. C'était mon dernier slide. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, merci beaucoup Elke pour cette présentation très claire et surtout très complète. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour quelques questions vu qu'on a déjà dépassé le timing qui était prévu. Mais en tout cas, par rapport aux questions que j'ai reçues, je pense que dans l'ensemble, tu y as répondu au fur et à mesure de ton exposé. Donc, je pense qu'au niveau des questions, on est bon. De toute manière, il y a toujours notre site internet, notre fac, qui répond à un grand nombre de vos questions. Et bien sûr, toutes vos confédérations locales sont toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, un grand merci à toi, Elke, pour cette présentation. Et je permets aussi peut-être, Bérangère, si effectivement il y aura encore des questions, ils peuvent t'adresser à toi. Et puis, toutes ces questions, derrière tout ce qui est sur le website, il y a tout un team, hein, on collabore, département juridique avec les juristes des régions, des confédérations locales. Donc, on est tous là ensemble pour répondre à vos besoins et vos demandes. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez jamais à nous contacter. Donc encore un grand merci, Elke. Et avant de vous quitter, je tenais aussi à vous rappeler que cet après-midi, nous avons un webinaire à 16 h. Ce sera un webinaire qui sera présenté par le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Marron, qui concerne l'économie circulaire et la construction. Quelle formation et quel accompagnement pour les entrepreneurs du secteur. Donc voilà, je vous invite aussi à y participer cet après-midi. Encore merci beaucoup, Elke, et bon après-midi à tous. Merci.